dans le 15e arrondissement. C'est seulement après ce discours qu'il rejoindra l'esplanade du Louvre. Et en attendant, il va prononcer cette première allocution alors qu'il est 21h pile et que notre dernière estimation rafraîchie donne un écart qui s'agrandit, 65,8%, nous dit Brice Teinturier. Alors pour cette dernière estimation, Emmanuel Macron qui est en train de prendre la parole, rue de la Bégroult, à son QG, dans le 15e arrondissement de Paris. Margot Manière, nous dit-on, des gens sont aux fenêtres avec des drapeaux, Margot Manière. Oui, vous les voyez sur ces images, hein, les équipes d'Emmanuel Macron sont venues tout à l'heure pour distribuer aux riverains ici, vous le voyez, des drapeaux français, européens, des ballons. Et même s'ils étaient tenus à distance, eh bien, ils ont célébré la victoire d'Emmanuel Macron. On a entendu une Marseillaise, des Macron présidents, en tout une centaine de personnes environ. Ils espèrent maintenant apercevoir Emmanuel Macron. Vous le voyez, il y a également des gens aux fenêtres partout dans la rue. Il y avait des drapeaux également sur le QG. Et puis vous le voyez, peut-être là, à quelques mètres de moi, le véhicule d'Emmanuel Macron. Il partira après son discours pour le Louvre, pour un discours plus émotionnel, nous a dit, après un discours solennel. Merci à vous, Margot. Je voudrais, alors qu'on reste sur cette image et qu'on attend la prise de parole d'Emmanuel Macron, vous donner la parole à vous, Benjamin Griveaux, parce que vous êtes un des plus proches d'Emmanuel Macron. Vous avez été un des premiers à le suivre. Vous êtes vraiment sa garde rapprochée. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir ? Beaucoup de fierté et puis une très grande responsabilité. Beaucoup de fierté parce que finalement, on a réussi le pari qui était le nôtre de se dire que les règles du jeu ne sont jamais connues à l'avance et que il est possible aujourd'hui de les renverser, il est possible de changer la manière dont on fait de la politique, de réassocier la société civile et de faire qu'elle ne soit plus le paysage du monde politique, mais qu'elle devienne actrice de ce monde politique. C'était ça la démarche qui a été engagée au départ. Griveaux, mais vous-même, là, le sentiment que vous avez, alors que Emmanuel Macron s'apprête à parler d'un instant à l'autre, votre sentiment plutôt. Vous connaissez cette phrase de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est assez le sentiment qui m'anime ce soir. Pour être très sincère. Vous êtes ému ? Très ému. On va l'écouter, il me semble qu'il essaie de prendre la parole. Je ne sais pas si on entend si on a le son ou pas. On n'a pas encore le son. Il y a encore d'autres détails. Alors, il n'est pas encore prêt. Alors, c'est peut-être pas la peine d'engager un débat, parce que c'est des questions là de fond qu'on va vous poser, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé, sur l'avenir de cette recomposition, qui peut en être, qui n'en sera pas. Est-ce que vous seriez intéressé ? Donc on ne va peut-être pas lancer ce débat alors qu'Emmanuel Macron, visiblement, s'apprête à parler dans quelques secondes. Peut-être redonner la parole aux partisans d'Emmanuel Macron avant d'entamer le débat, et à vous, Benjamin Griveaux, mais ça pourrait être à vous également, François Bayrou. Tout de même, au-delà de la fierté, il y a quand même ce chiffre de l'abstention qui est record et ce chiffre de bulletins blancs qui est également record. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre ce score et cette victoire avec humilité ? Il faut la prendre avec humilité. Et il est vrai que l'absence de Front républicain a aussi fait que l'abstention ou les votes blancs et nuls ont été en nombre important ce soir. En même temps, il faut noter que la victoire est nette et sans appel. Le score annoncé, qui est encore non définitif et qui peut encore évoluer... 65,8, c'est notre dernière estimation. Voilà, est un score très net. Donc il n'y a pas là-dessus d'ambiguïté. Et c'est un score qui nous permettra aussi de construire dans les semaines qui viennent cette future majorité parlementaire en allant à la rencontre des Français, ce que nous faisons depuis un an, avec un seul objectif finalement, c'est réconcilier ces France dont on nous a dit qu'elles étaient coupées en 2, en 3 ou en 4. Moi, je ne saucissonne pas le pays. Quand on fait de la politique, on le fait pour l'ensemble de nos concitoyens. Et je crois que c'est aussi le message, c'est ce message-là qu'a porté Emmanuel Macron dans cet entre-deux tours, et c'est un message auquel nos concitoyens ont été sensibles. Puisqu'on attend sa déclaration, vous étiez avec lui au moment où il a eu en main ses premières estimations qui le donnaient vainqueur et largement. À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance.
Mais en cet instant, c'est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m'adresser, quel qu'ait été votre choix. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je ne méconnais aucune, ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses démocratiques, ni l'affaiblissement moral du pays. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Car derrière chacun des mots que je viens de prononcer, je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. Nous avons des devoirs envers notre pays. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai l'Europe, la communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens. J'adresse en votre nom aux nations du monde le salut de la France fraternelle. Je dis à leurs dirigeants que la France sera présente et attentive à la paix, à l'équilibre des puissances, à la coopération internationale, au respect des engagements pris en matière de développement et de lutte contre le réchauffement climatique. Je dis à tous que la France sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme sur son sol, aussi bien que dans l'action internationale. Aussi longtemps que ce combat devra durer, nous le mènerons sans faiblir. Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Car par le travail, l'école, la culture, nous construirons un avenir meilleur. Françaises, Français, mes chers concitoyens, je veux ce soir saluer le président Hollande. Il a pendant 5 ans œuvré pour notre pays. Durant les 5 années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs, de nous faire renouer avec l'optimisme, de retrouver l'esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français. Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Certains de ces défis sont des chances, comme la révolution numérique, la transition écologique, le redémarrage de l'Europe. D'autres sont des menaces, comme le terrorisme. Je me battrai de toutes mes forces contre la division qui nous mine et nous abat. C'est ainsi que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous,
dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. Aimons la France. À compter de ce soir, et pour les 5 années qui viennent, je vais avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom. Vive la République, vive la France. Voilà, premier discours riche d'enseignements. On avait vu à l'issue du premier tour un Emmanuel Macron joyeux, presque euphorique. On a là un discours à la tonalité grave, la gravité, la solennité, pas un sourire, un discours visiblement tenu à l'aide d'un prompteur comme pour peser les mots. Et quels mots, puisque dans ce discours, on retrouve les thèmes graves, terrorisme, écologie, environnement, unité de la nation, ce sont ces mots qu'a prononcé Emmanuel Macron, transmission également. En tout cas, c'est frappant de voir que dans ce discours, il n'y a aucun signe de victoire ou de satisfaction, en tout cas en apparence. C'est vraiment ce qui ressort, Léa. Absolument, la parole est à vous, Ségolène Royal. Est-ce que vous avez trouvé que son discours était meilleur que celui du premier tour, plus à la hauteur, plus en responsabilité ? Oui, je pense que c'est un excellent discours, en un mot, parce que c'est un discours présidentiel, qui correspond en plus à l'époque. Pourquoi ? Pour 3 raisons. D'abord parce que c'est un discours maîtrisé, en effet, il n'y a plus d'euphorie, il y a de la modestie. Deuxièmement, parce que c'est un discours de rassemblement, et ça, je crois que les Français ont soif de ce rassemblement pour sortir de cette période d'affrontement, cette période de violence. Et puis, c'est un discours qui projette vers le futur, c'est-à-dire Emmanuel Macron, par sa jeunesse, incarne justement cette transition économique, sociale, environnementale dont la France a besoin, parce que le nouveau modèle, nous allons devoir le créer, le construire, l'inventer, et par son itinéraire même, par ce qui le passionne, par ce qui l'engage, par ce qu'il a fait, je crois qu'il incarne parfaitement ce que peuvent donner les nouvelles générations pour inventer le modèle d'aujourd'hui et de demain. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, on salue David Rachlin, vous aurez la parole dans un instant. Première réaction, Nathalie Kosciusko-Morizet, à ce résultat. Ça sera un résultat dans 3 minutes, puisqu'on nous annonce les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc on passera des estimations résultats, et à ce discours. Écoutez, je voudrais d'abord adresser mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron, qui est élu au terme d'une campagne présidentielle inédite. Et on peut tous deviner l'émotion de l'équipe qui l'a accompagné depuis le début, et je pense que ça laisse personne indifférent. Je voudrais dire aussi que moi je suis heureuse ce soir avec tous ceux qui se sont battus pour ça depuis longtemps, et plus particulièrement dans l'entre-deux tours, que Marine Le Pen ait été battue et que son score soit contenu. J'en suis heureuse, et en même temps, il faut qu'on considère tous ces Français qui ont voté pour elle, tous ces Français qui se sont abstenus. Plus de 11 millions, tous les Français, de voix. Parce que vous dites un score contenu, c'est quand même un score historiquement un score, fort. C'est pour ça qu'en même temps, je parle de pourcentage. Je vous dis, il faut aussi qu'on considère tout cela, tous ceux qui se sont abstenus et tous ceux qui ont voté blanc. Et il faut qu'on trouve un moyen de leur parler dans les mois qui viennent. Jean-Luc Mélenchon est en train de s'exprimer. Bon oui. Allons-y. C'est bon. Ce soir s'achève la présidence la plus lamentable de la Ve République, qui aura détruit pratiquement toute confiance autour d'elle. Mais une nouvelle fois, en dépit de tout, par l'abstention, les bulletins blancs et nuls, comme par les votes au nom de M. Macron, notre pays a massivement refusé l'extrême droite, car elle est étrangère à l'identité républicaine de la France. Madame Le Pen arrive la 3e de ce 2e tour, après M. Macron, les abstentions, les bulletins blancs et nuls. Le nouveau président est élu. La courtoisie et l'amour de notre démocratie commandent d'en prendre acte sans barguigner et de lui présenter nos vœux. Puisse le sens du destin de notre patrie vous habiter, Monsieur le Président, et la pensée des démunis, sans droit, sans toit, sans emploi, vous obséder. Puisse la France y trouver son compte, mais mieux vaudrait y veiller par nous-mêmes. Le programme du nouveau monarque présidentiel est connu, c'est la guerre contre les acquis sociaux du pays et l'irresponsabilité écologique. Nous n'y sommes pas condamnés. Les élections législatives doivent montrer qu'après un vote de refus et de peur, le moment est venu
d'un choix positif, le choix de l'avenir en commun. J'appelle les 7 millions de personnes qui se sont regroupées autour du programme dont j'ai été le candidat à se mobiliser et à rester unis, qu'elles aient ou non voté pour M. Macron. J'appelle tous ceux qui sont prêts à rompre avec le passé, à se joindre à la France insoumise, dont nous avons fait le nouveau mouvement de masse en tête dans tant de villes de notre pays. Fédérez-vous les gens, sans vous éparpiller, puisque vous avez vu comment, à 600 000 voix près, vous avez été éliminé de ce deuxième tour. Fédérez-vous si vous vous reconnaissez dans l'humanisme écologique et social qui est nécessaire à notre temps et dont je m'efforce d'être le porte-parole. Les gens, ne lâchez rien, ne renoncez à rien. Ce pays et les gens simples qui le peuplent ne sont condamnés ni au pouvoir des riches, ni à celui des haineux. Une nouvelle majorité parlementaire est possible autour de nous. Le goût du bonheur reste contagieux. À notre appel, le 18 juin, deuxième tour des législatives, notre résistance peut gagner la bataille. Et je vais m'y employer avec vous de toute mon énergie. Vive la République, vive la France. Voilà les premiers mots de Jean-Luc Mélenchon. Discours de combat, discours de combat, service minimum pour féliciter le nouveau président et immédiatement appel à la bataille pour les législatives. On poursuit ce débat. C'est un mot, non, sur Jean-François Copé. Dans un instant, on vous donne la parole. Mais Jean-François Copé n'a pas encore parlé. Est-ce que vous serez de ceux qui êtes prêts à, entre guillemets, donner un coup de main au nouveau président de la République si, par exemple, il n'obtient pas de majorité parlementaire, ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent chacun chez soi, la droite, la gauche, ça continue? D'abord, vous le comprendrez, moi aussi, je voudrais adresser mes vœux de succès à Emmanuel Macron pour la France. Il n'a pas eu un chèque en blanc ce soir, mais il est le président de la République. Et moi, je pense que la droite française, elle doit maintenant tout reconstruire sur la base de cette nouvelle donne. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un changement d'époque. Après, votre question, elle consiste à dire, est-ce que vous allez coopérer, collaborer, travailler avec Emmanuel Macron? Je suis bien incapable de vous répondre aujourd'hui parce que le processus électoral est loin d'être terminé. Il y a une élection législative maintenant. Et cette élection, en réalité, est très importante parce que vous l'avez tout à fait noté, et Nathalie l'a fort justement rappelé tout à l'heure, nous avons été très nombreux à appeler à voter Emmanuel Macron. Et on l'a fait sans état d'âme. Un peu la mort dans l'âme quand même. Oui, vous aviez dit la mort dans l'âme, Jean-François Copé. Je vous le dis, la mort dans l'âme, mais sans hésiter. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agissait d'éviter le pire, c'est-à-dire l'élection de l'extrême droite. Mais pour autant, maintenant, les millions d'électeurs qui se sont sentis évidemment privés de ce deuxième tour, qui sont à droite, qui partagent des valeurs auxquelles nous croyons profondément, eh bien, ils attendent à pouvoir avoir des représentants très nombreux. Et nous, notre combat pour les législatives, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de députés de droite pour pouvoir rééquilibrer et faire en sorte que les choses se précisent, parce que le discours d'Emmanuel Macron était un beau discours, touchant, émouvant, je le dis en tant que citoyen, mais non dénué tout de même d'un certain nombre d'imprécisions et qu'il va falloir lever parce qu'il y a des différences entre nous. Pardon d'être très clair ce soir, mais pour que les gens qui vous suivent nous comprennent, on a deux lignes ce soir chez les Républicains. Vous avez d'un côté François Baroin qui était sur ce plateau il y a quelques instants, qui nous disait très clairement « Je suis dans l'opposition, je vais mener la bataille des législatives et quiconque soutiendra Emmanuel Macron sortira, quittera les Républicains, sera viré de chez les Républicains ». Alors la question est très simple pour vous et pour Nathalie Kosciusko-Morizet ce soir. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes également dans l'opposition? Est-ce que vous présenterait sous la bannière Les Républicains ou sous la bannière Les Républicains majorité présidentielle, puisqu'il y a deux choix. Écoutez, votre point de vue. Pour moi, les choses sont parfaitement claires et François Baroin l'a très clairement dit, parce que je pense qu'il faut qu'on soit cohérent dans nos engagements. Bien sûr qu'il peut y avoir des démarches individuelles aujourd'hui, mais je trouve que ça n'est pas convenable. Ça n'est pas convenable vis-à-vis des convictions que nous défendons. Il y a des grandes différences avec ce que dit Emmanuel Macron. Et d'autre part, ce n'est pas convenable vis-à-vis de nos candidats aux législatives, qui portent des valeurs depuis des années. Nous sommes sur les plateaux de télévision, nous avons vocation à diriger notre famille politique, ils nous font confiance et on doit les soutenir. Et la deuxième chose que je voudrais dire, Léa Salamé, pour que ce soit très clair, c'est qu'il y a des différences entre nous. J'ai bien écouté ce que dit Emmanuel Macron tout au long de sa campagne. Ces divergences, c'est quoi? Des divergences sur la fiscalité. Nous, on veut baisser massivement l'impôt sur le revenu des gens qui travaillent.
des divergences sur la sécurité. On veut un tournant sécuritaire. Et troisièmement, sur la question du communautarisme et de la lutte contre l'islamisme radical, où, vous le savez, ma famille politique, et je suis de ce point de vue très engagé, considère qu'on doit être extrêmement ferme et qu'on a observé beaucoup de laxisme. Donc, ces éléments-là, parmi d'autres, font que cette campagne législative est capitale et que là, c'est tous les Français à nouveau qui sont sollicités pour défendre les idées qui sont les leurs à travers nos candidats. Nathalie Kosciusko-Morizet, votre position en clair. Si Emmanuel Macron ou ses proches vous proposaient de vous joindre à cette recomposition politique, de vous joindre au mouvement En Marche, de participer peut-être à un gouvernement avant les élections législatives, quelle serait votre réponse? Je réponds très clairement à vos deux questions, puisqu'il y en avait une aussi de la part de Léa Salamé. Moi, je suis candidate aux élections législatives pour la droite et le centre dans ma circonscription, dans la suite, en fait, du combat que je mène au Conseil de Paris. Première question. Deuxième question, je suis un peu surprise, en fait, de voir qu'il y ait des personnalités qui, sans qu'il y ait eu une évolution de projet, sans au soir du premier tour, du deuxième tour, là, au soir, bascule comme ça. C'est-à-dire que moi, Bruno Le Maire, par exemple. Attendez, moi, j'ai pas... si j'avais adhéré à tout le projet d'Emmanuel Macron, j'aurais soutenu dès avant le premier tour. J'avais des réserves sur un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de sujets, Jean-François Copé en a évoqué, sur lesquels il y a vraiment besoin de clarification. Et alors pourquoi, ce soir, d'un coup, comme ça, on est au cœur d'un processus électoral. Ce processus électoral n'est pas fini d'ailleurs. Il y aura des élections législatives. À un moment ou à un autre, peut se poser la question de savoir s'il y a des sujets, s'il y a des questions, s'il y a des grandes réformes sur lesquelles il y a matière à faire une majorité de projets ensemble, il y a matière à avoir l'Union républicaine. Et à ce moment-là, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas dans la logique de revanche. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, on est là pour construire, par exemple. On n'est pas là pour bloquer. On est là pour construire. Et on peut être amené à construire ensemble sur des sujets. Mais seulement à ce moment-là. Même dans la majorité précédente, moi, je l'avais dit sur des réformes particulières. Vous voyez, au moment où la première loi El Khomri est sortie, j'avais fait une tribune avec 15 députés. 15 députés, les Républicains. On avait signé une tribune qu'on avait publiée pour dire si nous la propose comme ça, cette loi, on la votera. Le problème, c'est qu'elle a été reprise, elle a été transformée. Puis, de toute façon, la question ne s'est pas posée puisqu'il y a eu le 49-3. Mais je veux dire, on peut être constructif. Mais là, comme ça, au soir du deuxième tour, alors qu'il n'y a pas de transformation, d'évolution du projet, je ne comprends pas bien le sens. On va vous repasser la parole dans un instant. On va également vous faire parler, Monsieur Racheline. Et on salue Najat Vallaud-Belkacem qui nous a rejoints. Mais d'abord, si vous le voulez bien, on part à Saint-Lunaire, dans les Côtes-d'Armor, où on vous retrouve, Nicolas Hulot, pour avoir votre réaction ce soir. Vous avez dit « Je vais voter Emmanuel Macron, non pas par adhésion, mais par raison ». Quel est votre sentiment ce soir ? Écoutez, je pense qu'il est comme pour beaucoup. Il y a d'abord un soulagement, puisqu'on a évité le repli sur soi. Et puis après, il y a une inquiétude parce qu'on sait bien, vous et moi, qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentiel et que si le pays ne retrouve pas une forme d'unité, il est capable de prodiges quand il est uni et il n'est capable d'aller de crise en crise quand il est désuni. Moi, je reste très prudent. Je ne cède pas à une euphorie. Je suis content qu'on ait franchi cette étape, mais tout reste à faire. Moi, ce que je pense qui est très important, c'est qu'au-delà de l'élection, on comprenne et on entende les messages qui ont été délivrés par les Français, ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, ceux qui ont voté pour Benoît Hamon, ceux qui ont voté pour Marine Le Pen et ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. La première chose, je pense que les gens en ont marre de cette démocratie de compétition, avec cette opposition frontale, stérile, destructrice entre l'opposition et la majorité. Ils ont besoin de partager des communs et que la société politique et la société civile partagent une vision. La deuxième chose, ils ont dit non au repli sur soi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis la troisième chose qu'il faut bien entendre, et je pense que c'est la source de toutes les colères, de toutes les souffrances, ils en ont cure d'un modèle économique qui est un modèle qui épuise les ressources, qui détruit la nature et qui ne partage pas les richesses. Dit autrement, d'une économie qui n'est pas au service de l'humain, mais bien de l'humain qui est au service de l'économie. Donc il faut bien entendre cette critique profonde qui est probablement à l'origine de cette colère et de cette division. Moi, je souhaite simplement que chacun dans son rôle, aussi bien les acteurs de la société civile, et je pense notamment à toutes les ONG qui sont des praticiens de la solidarité, eh bien, on a chacun un rôle à remplir. Et s'il peut y avoir une connexion entre le monde politique et la société civile, si chacun peut inspirer l'autre et si on peut s'unir sur l'essentiel, je pense qu'on peut faire un saut qualitatif. Mais si on maintient
un modèle politique qui est toujours dans la compétition, toujours dans l'invective, et un modèle économique qui épuise plutôt que de partager, un modèle qui est sur la compétition et qui n'est pas sur la coopération, eh bien, je prends acte qu'ici, que la prochaine étape politique, je crains que là, pour le coup, on trace une voie royale pour le Front National. Merci Nicolas Hulot de nous avoir réservé cette déclaration. On vous livre un tweet, un message tel qu'il vient de nous parvenir du président américain Donald Trump qui félicite Emmanuel Macron pour sa victoire et qui dit qu'il a hâte de travailler avec lui. Le voici, ce tweet. David Rachlin, la parole à vous. Ce score de Marine Le Pen, c'est une victoire ou c'est une défaite ? C'est évidemment une victoire. C'est une victoire. Nous avons passé ce soir un palier supplémentaire, un palier très important, puisqu'entre le premier et le second tour, nous progressons de plusieurs millions de voix. Je crois que la question maintenant qu'il va falloir se poser, c'est de savoir si les Français veulent que les socialistes redirigent ce pays pendant 5 ans, puisque M. Macron, dans le cadre des élections législatives, va évidemment proposer aux Français tous ceux qui se sont coalisés, en quelque sorte, pour faire battre Marine dans le cadre de cette élection présidentielle. Alors ça a été, évidemment, les socialistes, mais pas seulement, aussi une grande partie même des républicains qui ont été aux côtés de M. Macron et qui sont d'ailleurs aujourd'hui totalement disqualifiés pour être une opposition véritable, avant de partir une opposition véritable dans le cadre de avant de repartir en campagne, j'entends votre impatience à repartir en campagne des législatives. Juste quand même un mot sur ce chiffre de Marine Le Pen. On parlait de 40%, peut-être plus. Vous avez été son directeur de campagne. Comment vous analysez ce score, tout de même sans langue de bois ? Est-ce qu'elle paye le débat d'il y a 3 jours? Dites-nous honnêtement ce que vous analysez. Moi, je ne crois pas du tout. J'ai vu une dynamique extrêmement importante. Et d'ailleurs, on voit cette progression qui est majeure. Vous le voyez bien, quasiment 11 millions de voix, peut-être un peu plus même de 11 millions de voix, d'après ce que nous voyons ce soir. C'est absolument considérable. Face, encore une fois, et c'est une partie de l'explication, à tout un système totalement coalisé contre nous. Les médias, qui ont pris la parole régulièrement, de manière extrêmement claire, contre nous, les éditorialistes, le système, tantôt certains chefs d'entreprise, tantôt certains présidents d'université, tantôt même j'ai vu quelques maires qui écrivaient avec les moyens de leur municipalité pour dire qu'il fallait voter contre Marine Le Pen. Donc c'est la faute aux médias, c'est la faute au système, mais c'est pas la faute à la candidate. Et malgré ça, c'est pas la faute à la candidate, et malgré ce système coalisé, la candidate. Malgré ce système coalisé, la candidate, elle progresse de manière tout à fait considérable. Allez-y, et ça, c'est majeur parce que c'est encore une fois, elle a réussi à poser les bases d'un vaste rassemblement qui se créera. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui en ira après juste entendre des militants de votre parti. Moi, je crois qu'elle paye cash le débat et que c'est une bonne chose. Elle paye cash le débat parce que dans le débat, son vrai visage s'est révélé, qui est le visage de l'extrême droite. C'était très brouillon, c'était pas travaillé, c'était très agressif. Et enfin, les Français, même les Français de votre propre parti, il disait, il y a eu toutes sortes d'expressions après le débat dans votre propre parti de militants Front National qui disaient on est déçus. On est déçus, peut-être que c'est bien. Je pense que ce qui est important, c'est pas de refaire le match. Ce soir, moi, je voudrais m'adresser aux électeurs de l'extrême droite pour leur dire, et Emmanuel Macron vient de le dire dans son discours, pour leur dire qu'on a aussi besoin d'eux pour construire la France d'aujourd'hui et la France de demain. Et qu'une partie de ces votes sont des votes de colère, des votes d'angoisse, des votes d'inquiétude. On le voit quand on analyse la carte électorale, d'ailleurs, en milieu rural, dans le périurbain. Les Français qui se sentent déclassés, les Français qui ont peur de la mondialisation et qui ne la comprennent pas, les Français qui ont peur de l'immigration liée à la mondialisation et qui ne la comprennent pas. Et je crois qu'Emmanuel Macron, comme il vient de le dire, saura remettre d'abord des explications pour que tout le monde comprenne ce qui est en train de se passer à l'échelle de la planète et que tout le monde comprenne aussi que la politique est utile et efficace quand il faut remettre des règles, des repères, un objectif commun, refaire société ensemble. Et ces électeurs-là seront aussi entendus par rapport à ces enjeux. Si vous le permettez, parce que moi j'entends tout ça, mais vous avez gouverné, et en particulier vous, pendant 5 ans. Ne refaisons pas le film. Attendez, si à chaque fois qu'on s'exprime, c'est juste nous qui refaisons le film et vous qui dites des choses merveilleuses, on ne va pas y arriver. Au contraire, je vous ai félicité tout à l'heure pour votre soutien sans faille contre l'extrême droite. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais peu importe, je vous en remercie, mais ce n'est pas le sujet. Moi, encore une fois, il faut quand même accepter l'idée qu'on puisse ne pas être toujours d'accord.
sur tous les sujets, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Le plateau que nous avons eu tout à l'heure, M. Collomb, M. Bayrou, vous-même, très bien. Élever mais c'est pas ce que... Élever le débat, M. Copé. Non, attendez. On n'est pas là pour Laissez-le vous répondre. Laissez-le vous répondre. Allez-y, Jean-François Copé. Vous avez gagné, formidable. Mais si vous le permettez, la procédure législative, la procédure électorale, elle continue. Il y a un Parlement. Donc, je crois que ça vaut peut-être la peine d'attendre la fin de tout cela. Et juste un dernier mot là-dessus, Madame Royal. J'entends ce que vous dites. Accepter qu'on puisse être en désaccord. Il y a des sujets sur lesquels nous aurons des désaccords. C'est pas dramatique. Vous n'avez pas incarné 2 Français sur 3. Nous avons été nombreux à voter pour M. Macron contre Le Pen. Maintenant, il faut que chacun puisse s'exprimer librement. La question de la sécurité, la lutte contre l'islamisme, de la question fiscale, c'est des questions majeures sur lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord, Madame Royal. Vous avez un bilan, et ça aussi, ça fera partie de la suite. David Rachlin, pour alimenter votre réflexion, alors qu'on découvre des images regardez, assez impressionnantes de l'esplanade du Louvre, où un concert doit se dérouler avant qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas encore quitté son quartier général, prononce son discours. On nous dit que ça pourrait être vers 22h30. Je vous propose, David Rachlin, d'écouter ces militants du Front National à Fréjus, chez vous. Clément Le Goff était sur place, et d'une certaine manière, la tonalité que vous allez entendre rappelle un peu celle de Marion Maréchal Le Pen, qui reconnaît il y a quelques minutes une part de déception et qui appelle à une réflexion. Écoutez Clément Le Goff avec les militants FN à Fréjus. Et on est toujours ici à Fréjus, dans le QG, dans la permanence des militants du Front National. Bonsoir. Comment est-ce que vous vivez, vous, ces résultats? Quelle première réaction? La première réaction, c'est une grosse déception. Mais quelque part, je suis contente parce qu'elle a fait un très bon score. Mais je suis déçue pour mon pays. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cette défaite? Est-ce que c'est le débat que certains ont dit raté? Est-ce que c'est les changements de position sur l'euro, notamment? Qu'est-ce qui explique, pour vous, la défaite de Marine Le Pen ce soir? Je crois que c'était une grande partie du débat, oui. Je m'attendais à un peu plus de conviction dans ses positions. Maintenant, elle a été bonne sur beaucoup de choses. Je reconnais sa hauteur, quoi. Et elle a été à hauteur de M. Macron. On vous sent très déçu ce soir. Pour vous, votre engagement militant, il va continuer au Front National? Oui, plus que jamais. Oui. Avec Marine Le Pen comme présidente? Marine Le Pen ou Marion. J'avais suggéré depuis 2 ou 3 semaines que Marine devrait changer son FN, qui lui porte la poisse, parce que ça rappelle trop son papa, qu'il n'a pas dit que des bonnes choses. Mais le Front, elle était plus sous l'étiquette Front National, en tout cas pour cette campagne pour le second tour. Pour vous... Moi, peu importe l'étiquette, de toute façon, on attaquera toujours ce que représente le Front National. On peut lui mettre le nom qu'on veut, ce parti sera toujours attaqué et on lui mettra toujours à la face ses origines, parce que c'est Jean-Marie qui a créé ce parti. Comme M. Macron l'a dit, elle est l'héritière de ce parti. Je suis désolée, en plus, elle a été élue. Oui, voilà, et elle a transformé ce Front National. Je n'aurais jamais adhéré au Front National tel qu'il a été auparavant. Bien, merci beaucoup. Vous le voyez, la soirée qui risque d'être écourtée ici à la permanence du Front National à Fréjus. Et on va partir, merci à vous Clément Le Goff de Fréjus, on va partir à Carpentras. Vous retrouvez Marion Maréchal Le Pen. Merci à vous d'être en direct avec nous. Vous avez l'habitude de dire les choses, de ne pas faire de langue de bois. Alors ma question est simple, ce soir, est-ce que vous êtes déçus ? Oui, bien sûr qu'il y a une déception, évidemment. Enfin, je veux dire, le fait que ce soir les Français aient choisi la continuité, même si c'était grandement un choix par dépit, au regard du record historique de l'abstention, ça fait mal. Voilà, ça fait mal en particulier pour nos compatriotes, pour notre pays. Donc il y aura des leçons à tirer, des leçons positives quand même, puisque nous avons aujourd'hui 10 millions de voix derrière nous, c'est historique. Et des leçons aussi peut-être plus négatives, puisque manifestement nous n'avons pas réussi à faire en sorte que ce débat, cette élection soit compris comme un référendum en fait, un référendum pour ou contre la France, un référendum pour ou contre l'immigration massive, pour ou contre l'insécurité, pour ou contre la France libre et souveraine, pour ou contre l'Union européenne telle que nous la connaissons. Donc s'il y a manifestement quelques leçons à tirer, c'est évident. Marion Maréchal Le Pen, est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'abandonner le Front National tel qu'il était constitué, d'abandonner le Front National? Est-ce que c'est une bonne chose et qui peut relancer votre courant vers d'autres horizons?
Alors écoutez, pour l'instant, on verra exactement ce qu'il en est. Marine Le Pen a parlé et a annoncé ce soir qu'il y aurait une transformation profonde de notre mouvement. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement ce soir ce que ça recoupe. J'imagine que ce sera un débat qui sera mené dans le cadre des statuts du Front National, donc au moment du congrès en 2018. Ce qui est certain, c'est que nous sommes parvenus dans cette élection à mettre en place des alliances, notamment des alliances avec Nicolas Dupont-Aignan. Et donc il nous faut aller plus loin, il nous faut rassembler encore au-delà de cela. C'est une nécessité rapide, puisque nous sommes aujourd'hui le parti qui est le mieux positionné pour être l'opposition la plus efficace face à M. Macron. Mais pardon, ça passe par un changement de nom, comme ça s'est passé en Italie, par exemple? Non, mais oui, non, mais très bien, mais ça, c'est un débat qui va être mené plus tard, je vous dis dans les semaines à venir. Pour l'instant, le combat immédiat du Front National. Non, mais le combat immédiat du Front National, monsieur, c'est d'éviter que M. Macron puisse avoir les mains totalement libres pour mener sa politique néfaste pour la France. Alors. Et donc, d'ores et déjà, ce qui m'importe aujourd'hui, si vous voulez, c'est de faire en sorte que nous puissions être le plus nombreux possible à l'Assemblée nationale et qu'en parallèle de cela, les Républicains qui auront contribué à son élection ne se positionnent pas comme la fausse alternative à l'Assemblée. Et pour cela, Marion Maréchal Le Pen, pour être le plus nombreux comme vous le souhaitez, est-ce que vous demandez à Marine Le Pen d'abandonner définitivement la sortie de l'euro? Alors, écoutez, déjà, si pour répondre à votre question sur le parti politique, déjà, un parti politique, pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Donc si l'outil doit être adapté aux circonstances pour être le plus performant possible, je ne suis fermée à aucun débat, à aucune réflexion, et personne parmi nos cadres ne l'est. Donc nous mènerons cette réflexion ensemble pour savoir ce qui est le plus judicieux. Par ailleurs, je pense qu'il était nécessaire de rassurer les Français, c'est vrai, sur la question de l'euro, qui est un des sujets, disons-le clairement, d'inquiétude pour nos compatriotes. Je crois que Marine Le Pen a eu raison dans cette campagne, même si ça a été tardivement de dire que cette sortie de l'euro n'était pas un préalable à toute réforme économique, de dire qu'elle mènerait un référendum après des négociations sur ce sujet. Je pense que c'est utile. Pour autant, nous n'allons pas nous dédire. Voilà, nous sommes convaincus qu'il y a une défaillance structurelle dans cette monnaie et qu'à partir de là, il faudra de toute façon s'attaquer à ce sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut le faire dans les meilleures conditions possibles et en rassemblant le maximum de Français. Je crois que c'est ce que Marine Le Pen a essayé de faire ces dernières semaines. Peut-être notre message n'a-t-il pas été entendu correctement et a-t-il continué à susciter des inquiétudes? Ça fera partie des sujets de réflexion, j'imagine, dans les semaines à venir. Merci Marion Maréchal Le Pen d'avoir été avec nous en direct de Carpentras. On salue Rachida Dati qui nous a rejoint. On salue Julien Drey. On vous donne la parole dans un instant. Najat Vallaud-Belkacem, vous n'avez pas parlé, mais Benjamin Griveaux, on est au soir de cette victoire. Vous allez nous quitter dans quelques instants pour aller rejoindre Emmanuel Macron, esplanade du Louvre, où il va prononcer un autre discours et où il y a beaucoup de monde, on l'a vu. Est-ce que la priorité du mouvement En Marche ce soir, c'est d'essayer d'attirer à lui, pour envoyer des signaux, des personnalités de la droite modérée? Vous savez, depuis le premier jour, nous n'avons sollicité le soutien de personne. Les gens qui ont fait la démarche de nous rejoindre au fur et à mesure de l'ensemble du champ républicain l'ont fait de leur propre chef. Mais aujourd'hui, vous êtes président, pas vous, mais Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous présenterons aux élections législatives de juin 577 candidats sous la bannière La République En Marche. Et donc, ce sont 577 candidats qui seront estampillés du mouvement et qui seront issus pour moitié d'entre eux du monde politique avec un pluralisme des origines, des gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche, des radicaux, des écologistes. La liste est établie déjà ? La liste est établie ? Et pour l'autre moitié, des gens issus de la société civile, pour que l'Assemblée nationale soit au visage, finalement, du pays. C'est aussi simple que cela. La liste est quasiment définitive et elle sera présentée dans la semaine. Est-ce que vous en êtes, Benjamin Griveaux? Est-ce que vous serez candidat à Paris? Oui, je serai candidat. En tout cas, j'ai déposé ma candidature. La Commission nationale d'investiture rendra public les choix qui sont les siens dans la semaine. Donc vous serez candidat à Paris. Encore une petite question. Si la Commission nationale d'investiture en décide ainsi. Bien entendu. Mais pour compléter la question de David Pujadas, pour être très clair, il y a une chose qu'a dit Emmanuel Macron qui a suscité un émoi, c'est qu'il veut diriger par ordonnance et aller très vite par ordonnance. Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur cela? Il l'a dit sur la question de la mobilité sur le marché du travail. Je rappelle que les ordonnances n'impliquent pas qu'on éjecte le Parlement du tout, puisqu'il faut y passer à 2 reprises, mais que l'objectif très clair, affiché dans les premiers mois, il y a 3 sujets fondamentaux: la moralisation de la voie publique, l'éducation et le dédoublement des classes dès le mois de septembre dans quelques milliers de classes en zone d'éducation prioritaire, et la question du marché du travail pour une raison très simple, c'est que cela permet
de créer les conditions pour des créations d'emplois. Et ce sont des mesures qui mettent du temps à produire leurs effets. Il faut donc les faire très rapidement. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que vous dites ce soir à votre voisin de gauche, vous êtes trop intransigeant, travaillons ensemble, mais n'établissez pas un oukase en disant démissionnez du Parti socialiste si vous voulez être candidat sous la bannière En Marche? D'abord, avant de vous répondre, si vous permettez, moi je voudrais féliciter les Français ce soir. Parce qu'ils se sont tout de même mobilisés très massivement. On parle de 65-35. Dans ma circonscription à Villeurbanne, on est sur du 80-20. 80% des gens qui sont allés voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National. Donc moi, je trouve que c'est quand même une très belle nouvelle. Et pour commenter un instant le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure, je crois sincèrement, voilà ce que je dis à mon voisin, que Emmanuel Macron saura être à la hauteur de la fonction présidentielle. Pour autant, c'est vrai que la page qui s'ouvre, qui est celle des législatives, est absolument essentielle et majeure parce qu'elle va décider de l'orientation des politiques qui seront conduites. Et donc, pour vous répondre, je continue à ne pas être d'accord avec tout ce qui est dans le projet d'Emmanuel Macron. Il y a des choses avec lesquelles je ne serai pas d'accord et je veux pouvoir porter cela à l'Assemblée nationale au nom de la gauche, Est-ce que vous êtes au dans nom du l'opposition Parti ce socialiste. soir, Najat Vallaud-Belkacem? Je pense que ça n'est pas la question. D'abord, il faut attendre de voir quelle est la configuration de l'Assemblée nationale pour savoir. Ensuite, moi, je note que, comme vous le dites depuis tout à l'heure, il y a bel et bien une recomposition politique qui est à l'œuvre, qui fait qu'on ne peut pas répondre à votre question. Simplement, je pense que la recomposition politique, on ne peut pas la résumer, comme le fait Marine Le Pen, à un clivage entre patriotes et mondialistes, et on ne peut pas la résumer non plus, comme le fait Emmanuel Macron, à un clivage entre progressistes et conservateurs. Je pense qu'il y a des gens qui ne suivront pas Emmanuel Macron sur l'ensemble de son programme, sans pour autant être des conservateurs. Moi, par exemple, quand je défendrai un certain nombre de points sur la question du marché du travail, le fait qu'il faut des garanties humaines et sociales au moment où on assouplit les règles du marché du travail, eh bien, je ne me sens pas conservatrice, je me sens en train de défendre les Français qui en ont besoin. Mais vous-même, vous serez candidate, Najat Vallaud-Belkacem? Oui, bien sûr, je serai candidate aux législatives à Villeurbanne. Ou est-ce que vous accepterez, si vous voulez peser dans cette nouvelle recomposition, de quitter le PS pour prendre l'étiquette En Marche? Ah, mais il est hors de question que je quitte le Parti socialiste. Je compte bien au contraire participer à reconstruire le Parti socialiste qui va évidemment mal et qui a besoin qu'on le refonde parce que la gauche, c'est plus que les 6,5% qui ont été réalisés par Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle. La gauche, c'est un ancrage local. Écoutez, des élus locaux. C'est la question. Et la question... Est-ce qu'il y aura un candidat En Marche contre vous? On pose la question à Benjamin Griveaux. Est-ce qu'il y aura un candidat En Marche face à Najat Vallaud-Belkacem? La réponse est la même depuis le 19 janvier, oui. Oui, il y aura donc un candidat face à... Il y aura un candidat sous la bannière La République En Marche dans toutes les circonscriptions de ce pays, que les choses soient dites une bonne fois pour toutes. Nous les répétons depuis le 19 janvier. Faites-nous le crédit que pour l'instant, ce que nous avons dit que nous ferions, nous l'avons fait. Mais c'est plus clair en le disant. Vous avez votre réponse, Jean-François Copé. Je crois que c'est très clair, en effet, oui. Bien sûr. Et donc, la question que devront se poser les électeurs, c'est... Au fond, est-ce qu'on donne un blanc-seing total à Emmanuel Macron? Parce qu'en envoyant uniquement une majorité Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, eh bien, ce sera un blanc-seing total sur les mesures de gauche comme de droite. Ou est-ce qu'on essaye de peser pour que les idées que veulent voir gagner les électeurs soient représentées à l'Assemblée nationale et qu'on puisse faire notre travail pour nous opposer quand des choses ne vont pas? Typiquement, quand on veut remettre en cause les 35 heures pour les plus jeunes, si on considère que ça n'est pas une bonne nouvelle, il faut des gens qui puissent défendre à l'Assemblée nationale. Ça ne résume pas En Marche, mais il y a quand même une forme de filiation entre Emmanuel Macron et ce qui a été fait au gouvernement pendant des années. Est-ce que ça n'est pas allé dans le mur que de voir deux candidats dans beaucoup de circonscriptions s'opposer? Julien Drey, je vous vois... C'est pour ça que je me suis un peu dévoué pour poser la question, parce que ça dit tout de l'ambiguïté qui règne au-delà de du très beau discours du président de la République. Et je crois que c'est important que chacun l'entende. Vous avez gouverné ensemble, vous allez vous opposer dans les circonscriptions. Et je crois que c'est aussi un message que les électeurs de droite doivent entendre pour pouvoir porter le maximum de députés républicains à l'Assemblée nationale. Monsieur Copé, si la droite avait eu quelque forme de cohérence, sans doute le candidat de la droite aurait passé la barre du premier tour. Et c'est dans vos incohérences idéologiques entre une droite très conservatrice, un peu souverainiste, et une droite plus sociale, libérale et européenne, que vous vous êtes perdu. Du futur. Faites-nous le crédit. Sur du flot. Vous avez gagné, on a perdu. On s'éloigne du sujet. D'ailleurs, regardez le cœur du sujet. Parce que le cœur du sujet, ça n'est pas comment la gauche et la droite se répartissent les sièges
au lendemain de l'élection présidentielle dans le cadre des législatives, c'est la question de la cohérence de l'offre politique. Je voudrais... Non, parce qu'il n'a pas été répondu à la question. Il y aura toujours, excusez-moi, il y aura toujours une gauche et une droite en France. Monsieur Macron a gagné. Les Français ont tourné cette page-là. Et c'est magnifique. Mais ne vous y trompez pas. Et tant mieux, la démocratie, c'est une gauche et une droite qui s'opposent, qui débattent pour le bien de la République. Monsieur Copé, merci pour cette question. Benjamin Griveaux doit nous quitter. Je ne vous laisserai pas partir avant de vous poser la question du Premier ministre. Quel est son profil? Sera-t-il de droite, oui ou non? C'est au président élu, c'est lui qui l'annoncera. Il l'annoncera une fois que la passation aura été faite et pas avant. Il a dit qu'il fallait un Premier ministre avec une expérience parlementaire. Et c'est donc un premier indice que vous avez, mais que vous avez déjà depuis une semaine. Il faudra donc être un peu patient. C'est malheureusement pas très précis. Merci à vous, Benjamin Griveaux. Guillaume Darey, vous êtes en direct rue de l'Abbé Groult, c'est-à-dire au quartier général d'Emmanuel Macron. On en parlait il y a un instant. Eh bien, il s'apprête à quitter son QG de candidat pour gagner le lieu du rassemblement de sa victoire. C'est bien cela ? Tout à fait, c'est en train de se mettre en place. Vous le découvrez sur ces images. Les motards de la police nationale viennent d'enfiler leur casque. La voiture d'Emmanuel Macron a été avancée juste derrière. Et puis il y a évidemment tous les officiers de sécurité. Vous savez, Emmanuel Macron, depuis quelques mois, avait embauché une société de sécurité privée. Il y a eu ensuite des policiers du service de la protection durant la campagne. Évidemment, cette sécurité va être encore renforcée. Le service de la protection va évidemment désormais protéger le nouveau président élu. En tout cas, tout est en train de se mettre en place et il devrait partir d'ici tout juste quelques minutes. Merci à vous, Guillaume. On retourne à l'esplanade du Louvre où on vous retrouve, Arnaud Comte. Il y a quand même beaucoup de monde. On a l'impression que l'effervescence est là, que vous la ressentez en tout cas. Racontez-nous ce qui se passe autour de vous. Et puis, je crois que vous n'êtes pas seul. Oui, clairement, le son est monté d'un cran depuis tout à l'heure. Jeff Wittenberg, vous parlez des DJ qui allaient animer cette soirée. Eh bien, on les entend plutôt bien. Vous l'avez vu, il y a des gens qui sont même montés sur les lampadaires pour avoir une vue de choix. Et je suis avec Marie et son fils Pierre. Alors, on fait la fête, mais on parle aussi beaucoup politique ici. Et on demandait à Marie tout à l'heure si elle avait retenu quelque chose du discours d'Emmanuel Macron et s'il était porteur d'espoir pour les 5 ans à venir, ce discours, d'après vous. Oui, ce discours, c'est en fait un discours qui nous permet de partir de l'avant vers une nouvelle manière de gouverner la France. Je pense que c'est une page qui se tourne, un système qui change et je pense que c'était très important de pouvoir venir partager ce moment qui est un moment très important pour l'histoire de notre pays. Alors les soirées comme celle-ci, l'élection d'un nouveau président, c'est toujours un moment d'histoire. Qu'est-ce que vous avez raconté à votre fils Pierre du coup ? Alors ce n'est pas moi qui lui ai raconté beaucoup de choses, mais à cet âge-là, ils sont spectateurs et ils vivent cette vie politique comme nous, surtout que ça a été une campagne très dure dans laquelle on a beaucoup parlé dans les médias. Et ils ont retenu beaucoup de choses, beaucoup de craintes, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'espoir. Et c'est vrai qu'on en parle un petit peu à la maison, mais ils ont déjà retenu beaucoup de choses par eux-mêmes et ils ont déjà parlé beaucoup avec leurs enfants. Donc c'était important de leur montrer que nous, on était très attachés aux valeurs de notre pays et qu'on voulait leur montrer quels étaient nos choix pour construire la France dans laquelle on croit. Voilà. Alors évidemment, Léa, maintenant, tous ces gens n'attendent qu'une personne, le nouveau président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui devrait arriver dans les prochaines minutes. Oui, Arnaud, on vous retrouvera. On est venu en famille, donc. Et alors que, voilà, c'est peut-être Emmanuel Macron, non, c'est pas encore lui. On retournera tout à l'heure rue de l'Abbé Groult. On entend une clameur, mais petit à petit, l'équipe d'Emmanuel Macron est en train de quitter ce quartier. Ça reste quand même encore imprimé par cette tension de cette campagne. Merci à vous, Jeff. On vous retrouve évidemment tout à l'heure et dès qu'Emmanuel Macron arrive sur cette esplanade du Louvre. Retour sur ce plateau. Je ne sais pas si vous entendez la même chose que nous, mais retour sur ce plateau. On vous a coupé la parole, Julien Drey, alors qu'on accueille Christophe Castaner et on va vous passer la parole dans un instant. Julien Drey, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, je voulais dire que pour avoir travaillé quand même pendant un certain temps avec Emmanuel Macron quand il est ministre, je crois que ce qu'il a énormément marqué, c'était l'incapacité à un moment donné d'agir parce qu'il n'y avait pas de cohérence dans sa majorité. Et moi, je comprends qu'il cherche à avoir une majorité large, ample. Et la question qui est posée au Parti socialiste, c'est la chose que je voulais annoncer, c'est de se clarifier sa position. Parce que si le Parti socialiste se met dans une situation intermédiaire en disant un peu d'accord, un peu pas d'accord,
je comprendrais effectivement qu'il y ait une fin de non-recevoir. Donc, il y a un moment donné, maintenant, il va falloir, parce qu'il y a quand même des leçons à tirer. Le Parti socialiste a subi un échec majeur, historique. Donc, il faut savoir où il se situe. Il ne peut pas être un peu dans l'opposition, un peu dans la majorité. Qu'est-ce que vous souhaitez, Julien Qu'on soit totalement dans la majorité. Donc que le Parti socialiste tende la main à Emmanuel Macron, mais est-ce que ça veut dire renoncer à l'étiquette PS pour les législatives ? Je vous signale qu'il a lui-même donné une réponse vendredi qui est peut-être passée un peu inaperçue à Mediapart. Il a dit « Je ne demande pas à ceux qui seront candidats à En Marche d'abandonner leur appartenance politique. » Et il faut avoir une double étiquette, ce que refuse Najat Vallaud-Belkacem. Elle veut être candidate, si j'ai bien compris, sous la bannière PS, pas PS/majorité présidentielle. C'est bien ça. Il faut expliquer ça aux gens. Hein. Oui, c'est ce qu'a dit, pardon, je parle sous votre contrôle, Monsieur Castaner, c'est-à-dire qu'il a évolué Emmanuel Macron. Jusque-là, il disait ce sera des candidats En Marche, point. Là, maintenant, ça a changé. Et je parle aussi pour Monsieur Estrosi, pour la droite, pour Madame Dati. Aujourd'hui, les candidats du PS et des Républicains ont deux choix. Soit ils sont candidats du PS, point. Soit ils sont candidats PS, majorité républicaine, majorité présidentielle. Mais au fond, Emmanuel n'a pas changé. Depuis le début de la démarche, il veut rassembler. Il veut rassembler des femmes et des hommes qui viennent de la gauche, qui viennent du Parti socialiste et d'autres qui viennent de la droite. Il veut rassembler des progressistes. Si aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui sont actuellement chez les Républicains ou au Parti socialiste, qui s'engagent sur le projet politique et sur ce contrat qui est passé, signé ce soir par une très large majorité en sa faveur, oui, ils sont les bienvenus. Leur dossier sera examiné. Ce que je veux vous dire aussi, c'est pas parce qu'on décide de c'est une précision importante. Ils seront les bienvenus, mais à condition de quitter leur famille d'origine ou même s'ils restent encartés dans leur parti d'origine. Ce que je veux vous dire, c'est que tous les députés sortants qui disent « Tiens, finalement, je vais être En Marche », ils n'ont pas un quitus, ils ne seront pas automatiquement candidats. Il faut qu'ils correspondent aux exigences qu'a posées Emmanuel Macron et En Marche. Mais certains pourront venir du Parti socialiste, certains viendront de la société civile, certains viendront des Républicains. Tout en gardant leur carte au PS ou à LR. Oui, mais à condition qu'ils s'engagent sur le projet présidentiel, qu'il s'engage à être dans le groupe majoritaire. Julien Drey a dit quelque chose de très juste. Moi, si j'ai quitté le Parti socialiste et si j'ai accompagné Emmanuel Macron, c'est parce que j'ai vécu ces 5 dernières années très mal. L'incapacité du Parti socialiste à mettre de l'ordre dans les divergences, dans les oppositions qu'il avait en son sein. Nous avons vécu 5 années d'immobilisation du fait des frondeurs et on n'a jamais su trancher cela. Au fond, la primaire, elle permet de désigner une femme ou un homme et pas de valider une ligne politique. Ce soir, il y a une ligne politique, contrairement à ce que j'entends depuis quelques jours ou de quelques mois, qui a été validée. C'est celle justement de représenter notre capacité à dépasser la droite, à dépasser la gauche et en gros à arrêter de se poser la question de savoir d'où vient une idée. Si l'idée, elle est bonne, on la prend. Monsieur Castaner, on va tout de suite en direct, on vous fait vivre et la priorité est à l'image ce soir, une image qui se fige, mais on est en ligne avec Guillaume Darey. Est-ce qu'Emmanuel Macron, vous nous confirmez, est bien sorti de son QG direction l'esplanade du Louvre? Guillaume, est-ce que vous m'entendez? Astrid Mesmorian, est-ce que vous m'entendez? Même question, est-ce qu'on sait si Emmanuel Macron est sorti? Oui, je vous entends. Je vous entends, le convoi d'Emmanuel Macron est en train de passer dans cette rue de la Bégout. Regardez, sous une salve d'applaudissements. Une multitude de badauds sont ici pour acclamer ce convoi. Ils sont en train d'immortaliser ce moment avec leurs appareils photo, leurs téléphones. Et le cortège, le convoi d'Emmanuel Macron est suivi par une nuée de motos. Il se dirige actuellement vers le carrousel du Louvre pour un autre discours d'une dizaine de minutes. Voilà, Emmanuel Macron va traverser les rues de Paris dans ce grand cortège et atteindre le carrousel du Louvre pour un autre discours d'une dizaine de minutes plus émotionnel, nous dit-on. Et ce qui est frappant, effectivement, c'est de voir qu'il y a beaucoup de monde ce soir à Esplanade du Louvre dans le centre de Paris, mais qu'il y a beaucoup de monde aussi sur les trottoirs derrière les barrières pour acclamer celui qui est, oui, le nouveau président de la République. 65,8% des voix selon notre dernière estimation de Brice Teinturier pour Ipsos. Beaucoup de monde, effectivement, pour le saluer. Anne-Claire Poignard, vous êtes dans le convoi. Il y a du monde aussi dans les rues de Paris sur ce trajet? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, il y a beaucoup de motos de presse. Je peux vous dire que c'est un peu la cohue ici à l'arrière du convoi d'Emmanuel Macron. Quelques personnes sur les trottoirs ici dans le 15e arrondissement de Paris. On a vu également quelques habitants du quartier à leur balcon. J'arrive, vous le voyez peut-être, auprès d'un groupe qui s'est massé sur le bord de la route. Des habitants téléphone portable à la main qui tentent de saisir ce moment. Voilà, pas mal de monde sur les trottoirs de Paris, des gens qui applaudissent,
des panneaux Macron président qu'on aperçoit et le convoi qui se dirige vers l'esplanade de la pyramide du Louvre. Un convoi sous haute sécurité, un convoi présidentiel désormais, on peut le dire. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron est escorté par un groupement très spécifique qu'on appelle le groupe de sécurité on va de la retrouver présidence de la également République. Guillaume Darey. On va pour l'instant mettre fin à cette liaison. On va améliorer la qualité du son. On va continuer à suivre ce convoi. Et on va quand même poser la question à Christian Estrosi. Vous venez d'entendre Christophe Castaner dire « Oui, nous ouvrons la porte à ceux qui nous rejoindront sur le programme, qui pourront même rester dans leur famille d'origine. » Est-ce que vous seriez de cela? D'abord, je voudrais à mon tour saluer la victoire d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République. Je salue cette victoire qui est incontestable et je trouve que c'est une très belle image pour la République française, pour le regard que beaucoup dans le monde portaient sur notre pays et des craintes qu'il pouvait nourrir. Donc ce soir, c'est une victoire de la démocratie, c'est une victoire de la République. Maintenant, à la question que vous me posez, je suis gaulliste. Je souhaite la réussite du président parce que je souhaite la réussite de la France. Donc je ne suis pas de ceux qui aujourd'hui auraient changé. J'ai toujours été membre de la famille des Républicains, du RPR, de l'UMP. Je le reste plus que jamais, je le serai demain bien évidemment. Mais je suis aussi de ceux qui considèrent qu'en entendant notamment un certain nombre de personnalités, en ayant écouté Emmanuel Macron tout au long de cette campagne, d'avoir dit très clairement que nous étions dans un combat entre conservateurs et progressistes, oui, les Français attendent du changement dans notre pays. Et je crois que depuis 30 ans, si ces changements ne sont pas intervenus, si nous arrivons à un deuxième tour dans la configuration qui a été celui qui nous a été proposé, où malheureusement la famille des Républicains a été absente parce qu'éliminée dès le premier tour. C'est à cause de conservateurs de gauche et de droite qui n'ont pas su se remettre en cause. Il serait d'abord essentiel pour ma propre famille politique, avant de lancer quelque anathème contre ce que propose le président de la République, de tirer les propres conséquences de notre échec à ne pas être présent au deuxième tour. Vous allez préciser votre position, et notamment par rapport à ce qu'a dit François Baroin dans un instant. On salue également Florian Philippot qui nous a rejoint. Mais la priorité à cet instant où nous parlons à presque 22 heures, c'est de suivre le nouveau président de la République. Et on est en ligne avec Guillaume Darey qui se trouve à quelques centimètres de la voiture. Vous êtes sur la moto de France 2, Guillaume. Racontez-nous ce que vous voyez. Eh bien effectivement Léa, on se trouve juste derrière le véhicule du nouveau président de la République à 5 ou 6 mètres. Vous voyez ces images, pour ceux qui connaissent Paris, on est en train de remonter la rue de Vaugirard. On va arriver sur Montparnasse. Il y a évidemment énormément de caméras autour de la voiture du nouveau président, énormément de sécurité aussi avec la police que vous découvrez sur ces images. Il y a un certain nombre de Français qu'on a pu croiser aussi sur le bord de la route qui étaient là en train d'applaudir, de clamer Macron président, Macron président. Il est en train de prendre, vous le voyez, ce boulevard du Montparnasse pour rejoindre le Louvre. Je vous retrouve dans un instant, Léa. On va évidemment essayer de s'approcher de lui, mais c'est pas évident. À tout à l'heure, Guillaume. Christian Estrosi, pour être clair, on ne parle pas forcément d'un poste ministériel, on parle simplement d'une prise de position. Vous vous dites, oui, je suis prêt à m'engager avant les législatives, tout en restant dans ma famille avec Emmanuel Macron? Je dis que les législatives ne peuvent pas être une revanche. Tirons les conséquences d'abord de notre échec. Je le réclame depuis 2 bureaux politiques, je n'y suis pas parvenu pour l'instant. C'est pas du tout ce que dit François Baroin, pardon, qui était à votre place il y a quelques instants. Il ne le voit pas du tout comme ça. Ne comptez pas sur moi pour être ce soir, dans ma famille politique, un diviseur. Mais j'appelle chacun à ne pas avoir cette attitude. Lorsque j'entends parler d'exclusion à l'égard d'un tel ou d'un tel, j'ai entendu prononcer le nom le nom de Bruno Le Maire tout à l'heure. Je rappelle que la première chose qu'il faut savoir faire, c'est de rassembler et de ne pas utiliser des mots comme ceci. C'est le premier mot à prononcer, rassembler. Je rappelle simplement que nous avons connu et commis un certain nombre d'erreurs au présidentiel. Il y a eu cette radicalisation, l'intervention